dans la peau du patron, confidence pour confidence, avec quelqu'un qui est renversant. C'est normal, il s'appelle Philippe Véran, cofondateur et président de Biotech Dental. En fait, quand je te vois, quand je t'écoute, quand je te sens juste en face de moi, je sens des vibrations de leadership, de passion, de passionnément humain et de passion de l'innovation. En fait, tu es le leader de la dentisterie numérique en Europe. Des mots qui te parlent, la santé, le travail, la résilience, la persistance, le côté positif des choses. Et en fait, j'allais te dire que la France a de la chance de t'avoir. Parce que tu es un entrepreneur comme on aime. Cash, vrai. Bonjour Philippe Véran. Bonsoir Patrice. En fait, une question, la première. Qui es-tu? Oula. Ça, c'est une question qui doit amener une réponse qui pourrait être longue, mais je vais la faire très très courte. Je crois que tu as dit beaucoup de choses qui sont vraies dans ton introduction. Et je pense que je suis un vrai passionné de l'entrepreneuriat. Et j'aime ça. J'aurais jamais dû faire ça si j'avais écouté mon père. Heureusement, je ne l'ai pas écouté. Mais au final, je pense que je suis né pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que je fais forcément tout bien, mais en tous les cas, je suis un entrepreneur insatiable. Insatiable dans le sens où j'adore construire, j'adore créer. Et comme je le dis toujours, chaque entreprise, chaque projet, en fait, est associé à une rencontre. Et en fait, je pense que c'est ça la vraie histoire de ma vie, ce sont les rencontres. Tu as parlé rapidement de ton père. Le petit Philippe Véran, l'adolescence, elle se passe où? Elle se passe comment? Elle se passe dans un petit village dans le Var qui s'appelle Cotignac. Et voilà, j'ai une enfance, une adolescence douce avec un père rude, hein, donc qui m'a donné les valeurs de ce que doit être le travail, les valeurs de ce que doit être la vie. Voilà, donc j'ai eu, et voilà, je qualifierais mon enfance de douce avec un vrai tuteur et un vrai guide. Donc un peu comme, tu sais, un berger qui est là pour aller comme ça guider ses brebis. Ben voilà, donc mon père faisait ça avec ses enfants et donc il nous laissait beaucoup de liberté, mais aussi il était là pour nous recadrer quand il le fallait. Donc voilà, donc c'est ça mon enfance. C'est une enfance qui jamais aurait dû m'amener à ce que je peux faire aujourd'hui parce que mon père voulait que je sois notaire comme lui et il avait décidé ça pour son fils aîné que je serais notaire. Et voilà, et donc je l'ai pas été, mais néanmoins, voilà, aujourd'hui il a compris que ce que je faisais me passionnait et il respecte mes choix. Alors justement, cette passion de ton secteur, de ton entreprise, de ton métier, c'est quand même fou. Tu passes d'expert comptable à entrepreneur. En fait, celui qui a purement le tableur Excel à celui qui a le point GPS loin et le tableur Excel quand même que tu as gardé. Ouais, je pense que c'est aussi une vue assez caricaturale de l'expert comptable. Enfin, en tous les cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai vu ce métier. La preuve aussi, c'est que pour le lâcher, j'ai mis du temps parce que j'adorais mon métier et surtout j'adorais mes clients. Donc moi, ce que j'ai surtout aimé dans l'expertise comptable, avant les chiffres, c'était surtout les entrepreneurs et l'entreprise. Donc en fait, c'était comprendre les métiers, comprendre ce que faisaient mes clients. Et pour les conseiller, il fallait effectivement comprendre un peu le marché dans lequel ils évoluaient, quels étaient les indicateurs, pas simplement les indicateurs financiers, mais voilà, les vrais KPI, je veux dire, de ce que peut être un secteur d'activité. Donc c'était ça avant tout qui m'intéressait, comprendre. Avant de savoir faire un bilan, un compte de résultat, voilà, comprendre ce qu'ils faisaient. Comprendre, être très client-centrique et avant tout aimer les gens. Oui, mais c'est ça. Et au fond, aujourd'hui, tu dis, en fait, il n'y a pas tant de différence que ça dans mon métier d'entrepreneur et dans mon métier d'expert comptable tel que je pouvais le faire, quand je l'étais. Parce qu'au final, je vivais tellement l'entreprise et mes clients entrepreneurs comme si c'était au fond mon entreprise et qu'au final, je pense que c'est mieux aujourd'hui parce qu'au moins j'assume, je dirais, j'assume personnellement ce que je fais, mes choix, mes bons comme mes mauvais d'ailleurs.
Mais en tous les cas, j'ai gardé avec la multiplicité des activités que j'ai aujourd'hui dans les différentes entreprises et que je peux, dans lesquelles j'investis ou que je dirige, j'ai gardé cette espèce de cerveau, je dirais polymorphe, de l'expert comptable que j'étais, qui pouvait passer d'une entreprise qui faisait de la distribution de fruits et légumes à une start-up dans le device médical. Voilà, donc c'est ça ma vie au fond, c'est la différence en fait, et voilà, cette multiplicité d'activités, d'intérêts. En fait, je suis très curieux, donc c'est ça aussi qui continue à me pousser à faire des choses. Et comment on passe d'ailleurs de ce leadership que tu as au fond de toi à ce leadership national et maintenant ce leadership international? Alors ça, j'en sais rien. Après, comme tout entrepreneur, on a tous, je pense, dans l'âme, une espèce d'âme de gagneur. Voilà, parce que les entrepreneurs pour moi, un entrepreneur qui n'a pas l'esprit de la gagne, il faut qu'il fasse autre chose. Donc Il clairement. n'est pas entrepreneur. Non, voilà, donc voilà, pour moi, c'est pas un entrepreneur. Donc cette culture de la gagne qu'on peut avoir dans ce qu'on fait, quand tu deviens premier de ta région, puis premier de ton pays, tu as envie d'être premier de quelque chose de plus grand, et puis premier, voilà. Donc au fond, après, c'est pas, encore une fois, quand on dit insatiable, c'est pas l'argent, c'est encore une fois, c'est le moteur de ce qu'on peut être ou de ce qu'on peut devenir. C'est ça, c'est cette fierté personnelle et partagée, parce que c'est aussi derrière un objectif que l'on donne à toute une entreprise, à toute une communauté, à toute une famille derrière moi, qui doit aller, comme une armée, donc qui doit aller vaincre. Donc bon, l'image est un peu rude, mais enfin, en tous les cas, c'est parce qu'heureusement, il n'y a pas de mort. Donc, mais en tous les cas, voilà, en tous les cas, c'est un vrai beau combat de tous les jours, et c'est un vrai beau message qu'on peut donner à ses collaborateurs. Tu parles d'armée, on parle de l'IA comme une armée maintenant, avec ce sommet international de l'intelligence artificielle. Il va apporter quoi en fait ce grand sommet pour toi? Moi, j'en attends rien de particulier. Par contre, j'espère que tout ce qu'on fait aujourd'hui autour de l'IA doit un peu plus encore. Encore une fois, et je le vois au niveau de mes collaborateurs, je le vois au niveau des gens avec qui je peux discuter, chauffeur de taxi, dans un bus, dans un métro. Je pense que c'est encore quelque chose qui est un peu trop obscur. Donc, je pense que par le biais de gens qui aujourd'hui la pratiquent, l'ont intégré, l'utilisent, peuvent en dire des choses bien et pas bien, parce qu'il n'y a pas que forcément des choses bien qu'on peut dire autour de l'IA. Enfin, en tous les cas, essayer de rassurer un peu les gens. Et surtout, comme toujours, quand il y a quelque chose qui crée du changement, ça crée de la peur. Donc, et voilà, et je pense qu'il faut rassurer et apprendre à vivre, apprendre à vivre ces nouvelles technos. Moi, je trouve ça fascinant personnellement. Mais voilà, donc j'espère que toute cette fascination et puis ce positivisme et cette énergie qu'on va pouvoir amener, c'est plutôt pour les autres qu'au fond que pour moi, ou peut-être pour nous, les personnes qui parleront de ces sujets-là lors du sommet. Tu connais parfaitement les États-Unis, tu connais aussi la Chine, qui revendiquent d'ailleurs tous les deux le leadership sur l'intelligence artificielle, et nous la France. Alors d'abord, ils le revendiquent pas. Pour l'instant, ils le sont, hein, donc il faut aussi appeler un chat un chat. Ils le disent haut et fort en tout cas. Ouais, mais ils le sont. Donc nous, quelle place moi, j'essaie on a vu que les Chinois ont pu sortir une solution dernièrement assez, qui a bluffé un peu tout le monde, et au final, en se disant, mais tiens, ils sont allés très vite, et puis ils n'ont pas investi beaucoup d'argent, et ils sont arrivés à faire quelque chose de très bien. Voilà, donc nous, on sait qu'on a moins de moyens que les États-Unis, on sait qu'on a moins de moyens que la Chine, mais de toute façon, déjà, on est moins nombreux. L'Europe, c'est plus compliqué qu'un seul pays, un seul décideur, donc voilà, on le voit bien d'ailleurs. Le président a annoncé hier soir beaucoup de choses positives et beaucoup d'investissements autour des data centers, par exemple en France. Maintenant, voilà, c'est pas avec de l'argent français, donc il faut aussi que nous, on arrive à avoir des vraies solutions, je dirais, franco-françaises. Nous, par exemple, on a fait confiance et tu le sais, à Mistral AI, dès qu'ils se sont créés, Oui. et dès qu'on a voulu développer notre assistant virtuel d'intelligence artificielle.
Et voilà, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut, c'est comme ça qu'on peut faire grandir ces sociétés-là. Et puis essayer de faire, on disait qu'en France, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait beaucoup d'idées, enfin pas de pétrole et des idées, mais là, on a pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'idées et beaucoup de talent, donc on peut s'en servir. Donc voilà, enfin, en tous les cas, on trouvera une place nécessairement au milieu de ce monde-là. Euh, et l'IA, pour moi, c'est pas plus aujourd'hui, sincèrement, que toute la révolution informatique qu'on a pu Oui. avoir ces 50 dernières années. Ou Internet en Et, 95. ouais, absolument. Donc je dirais que ça va vraiment devenir un outil, et c'est à nous d'internaliser cet outil, nous les entreprises et les entrepreneurs, pour déjà pour le démocratiser, pour que ça fasse un peu moins peur, et on les utilisera. Donc après, le vrai combat, je pense que c'est vraiment autour de la data, et c'est ça qu'il faut. Voilà, moi je le dis à chaque entrepreneur que je croise, je dis gardez vos data. Les data, c'est le cœur, c'est ce qui fait, c'est ce qui vous fera vivre, et c'est ça aujourd'hui, je dirais, les plus gros assets de nos entreprises. Donc il faut absolument les conserver et les garder. Alors, l'IA fait peur aussi, on dit que ça va être plus destruction de travail, d'emploi, que créateur d'emplois. Or, on pense aussi, en même temps, que 80% des emplois, on ne les connaît pas aujourd'hui sur l'IA. T'en penses quoi, toi? C'est quoi ton point de vue? Ouais, oui, un peu comme tout le monde. Donc forcément, on a de la crainte sur certains métiers qui pourraient disparaître du fait de l'IA. Mais surtout, moi, ce que je crains dans l'IA, c'est la passivité qu'elle peut générer dans nos cerveaux si d'aventure on la calibre pas comme un vrai outil qui doit apporter plus de connaissances, et encore plus, je dirais, de maturité au cerveau humain, que l'inverse. Donc moi, c'est plutôt ça aujourd'hui qui me fait peur dans l'IA, c'est de voir des générations pour qui la question, à toute question posée, on aurait une réponse immédiate, et sans réflexion, sans analyse, sans voilà, cette culture. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on perd aussi la capacité de lire. Lire, c'est la vie, lire, c'est l'instruction. Voilà, donc c'est ça aussi qui me fait un peu peur autour de l'IA. Après, très honnêtement, les métiers, il y en aura des nouveaux, évidemment, et tu l'as dit. Et puis les sociétés se restructureront, et puis mais il y aura toujours des gens qui feront à manger, il y aura toujours des chirurgiens qui opéreront, il y aura toujours. Mais est-ce qu'il y a des règles de prudence qu'il faut appliquer? Oui, moi, la prudence, c'est sur l'éducation, bien sûr. C'est ça, aujourd'hui, je dirais, la capacité que l'on peut avoir à bien utiliser l'IA, c'est de 0 à 25 ans. C'est-à-dire, en gros, le temps d'éducation et le temps des études supérieures. Comment on va. J'ai discuté avec ma fille, qui est attachée aussi à la fac, et qui me disait, maintenant, on est obligé de trouver des sujets pour lesquels l'IA n'est pas. Voilà, où l'IA ne pourra pas servir aux étudiants. Pourquoi? Parce qu'elle s'aperçoit que sur tous les travaux dirigés, en fait, elle se retrouve avec 25 et des trucs brillants, hein, donc évidemment. Mais ça se voit tout de suite. Et puis alors après, quand tu fais l'interrogation à l'oral, c'est sûr que tu vois la différence. Donc on voit bien. Donc voilà, donc ça, on a créé de la passivité. Et à défaut, les gens ont rendu des choses remarquables, mais après, ils savent pas en parler. Et ça, c'est franchement dommage. Donc voilà, donc il faut que l'IA soit. Je pense qu'on a vraiment intérêt à faire très attention sur l'utilisation de l'IA dans ces tranches d'âge-là. Après, pour nous, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je suis toujours fasciné. Oui. Je suis mais extraordinairement fasciné. Et avant d'avoir peur, je suis d'abord fasciné. Mais voilà, donc je dirais surpris positivement. L'homme fasciné que tu es, en fait, il va délivrer quoi comme message à cet événement IA for Business? Exactement ça. Moi, je suis fasciné. Je suis fasciné par, dans le métier que je fais, par exemple dans l'entreprise que je dirige. Je pense participer petitement à cette révolution que vivent tous les dentistes dans le monde aujourd'hui. Je me dis qu'un bout est un peu grâce à moi, et quelque part, faire bouger, si tu veux, des lignes
je dirais en 10 ans, plus que les 200 dernières années dans une profession, tu te dis, mais c'est juste incroyable. Alors justement, l'IA porteur de solutions de santé, comment ça s'applique à Biotech Dental? Alors l'IA, l'IA en elle-même, c'est plus que l'IA, c'est l'IA et la robotique et Voilà. l'automatisation et les imprimantes 3D. Donc voilà, donc je dirais que c'est le cœur technologique. Donc et l'IA est un rouage. Hein, encore une fois, c'est un logiciel donc qui fait tourner tout ça. Ben, ça a tout changé, donc clairement. Donc aujourd'hui, les métiers sont juste incroyables. À partir de données numériques pour un patient, un dentiste peut adresser déjà à toutes les sociétés qui travaillent autour de lui différentes propositions de plans de traitement, des propositions de soins, des prothèses customisées, des sourires refaits, des propositions de sourire, des simulations de sourire, des simulations d'occlusion, voilà, c'est juste extraordinaire. Donc, c'est encore une fois, dans ce monde-là, aujourd'hui, voilà, qui allie la dentisterie comme étant de la dentisterie esthétique, puis fonctionnelle, puis on fait tout ce qu'on aime. Avant, on allait chez le dentiste parce qu'on avait mal aux dents. Autrement, on n'y allait pas. Bon, ben aujourd'hui, tu peux aller chez ton dentiste parce que, Bien sûr. certes, tu as mal aux dents, mais parce que tu as mal au cou, parce que tu vas retrouver une belle fonction, aussi parce que tu vas avoir un beau sourire. Voilà, et tout ça, on peut te proposer ça grâce à des solutions techno que le dentiste aujourd'hui a à sa disposition, et qu'ensuite il va, ensuite il va opérer. Donc c'est ça aussi, c'est ça la merveille. Donc avec ses mains, il va venir finir tout ce qui a été préparé. Donc ça aussi, c'est un vrai côté de mélange artisanat et je dirais robot, IA, mais voilà, mais à la fin c'est la main de l'homme. Donc ça c'est quelque chose. Je crois que c'est Bill Gates qui a dit d'ailleurs que sur les métiers qui restaient, il resterait les métiers de chirurgie. Donc, alors on peut être opéré par des robots aussi, hein, puisqu'il y en a qui commencent à travailler là-dessus. Enfin, en tous les cas, pour les dentistes, moi je dis, voilà, aujourd'hui, ce qui va vous sauver, c'est ça et ça, donc forcément. On parle souvent ensemble d'ailleurs des règles. Il y a trop de règles en France. Avant de réguler, il ne faut pas innover quand même. Si, bien sûr. Et comment? Alors, tout ce qu'on fait aujourd'hui, clairement, enfin, dans notre métier, et tu le sais aussi bien que moi, et en particulier en Europe, hein, puisque avec ce nouveau référentiel normatif, donc le MDR, c'est ce qu'on vit. Hein. Et donc les gens me disent, mais non, non, mais c'est nouveau, donc il faut des études d'examen. C'est pas nouveau. Je veux dire, on vient de mettre une vis autour d'un implant, sauf que la vis, c'est pas pareil, mais c'est ça la réalité. Mais en fait, non, c'est ça le truc. Donc c'est nouveau, donc il faut et donc je me dis, mais alors si c'est nouveau, si c'est nouveau, c'est 5 ans. C'est ça que vous me dites. Donc en fait, on a intérêt à rien faire de nouveau. Je me dis, mais non, mais je vais si. Donc c'est ça, tu vois. Donc quand tu te dis la norme, innovation, oui, bien sûr que je veux innover. Mais quand on te répond que comme c'est nouveau, il faut 5 ans, ben, tu as envie de te dire, tu es un homme d'affaires, tu fais du business, tu as des salariés à payer, ben, tu vas d'abord continuer à faire ce que tu as qui est normé, certifié, puis tu vas continuer à vendre ça. Tu vois, donc c'est vraiment un gros frein à créer de l'innovation, et même sur des idées aussi simples, tu vois, quand quelqu'un a une idée géniale que personne n'a eue sur les 30 dernières années, tu te dis merde, mais voilà, même ça, donc tu vois, c'est un exemple, voilà, il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il faut changer ça. Après, comment le changer? On vient de changer ce nouveau référentiel, donc il faut l'amender, il faut l'amadouer, je ne sais rien, mais il faut réformer ça, clairement. On ne peut pas garder ce carcan comme ça qui va tuer l'innovation. Dans tous les cas, pas dans nos métiers, parce que si c'est ça, tu vois, par exemple, tout ce qu'on a vécu là ces dernières années, ça veut dire qu'on va repartir pour 200 ans où rien ne va bouger, mais c'est pas audible. Philippe, les yeux dans les yeux. Ouais. Avec l'expérience que tu as, il y a des choses que tu veux Ouais. et des choses que tu veux plus. Lesquelles? Ouais, c'est ça aussi, c'est une question difficile. Les choses que je veux plus aujourd'hui, c'est faire des choses avec des gens qui ne m'intéressent pas. Voilà, j'ai ce luxe-là, qui est plus le luxe de l'âge d'ailleurs que le luxe d'autres choses. Mais voilà, mais je pense qu'en vieillissant, on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire des Tu choses. sens pas les gens, tu fais pas avec eux. Non, Voilà. voilà. Et c'est ça. Alors que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de choses à faire aussi avec des gens que je ne sentais pas forcément. Mais c'est comme ça que tu te construis, c'est comme ça que tu grandis. Puis c'est comme ça aussi que tu affines un peu ton jugement, parce que parfois tu peux te tromper, il y a des gens que tu sens pas, et puis après tu peux très bien les sentir. Donc, mais clairement aujourd'hui, je veux plus faire de choses avec des gens avec qui j'ai pas envie de les faire. Donc voilà, c'est plutôt je veux plus
Est-ce que tu aurais envie? Tu te dis, ben, voilà, je mon veux prochain continuer. challenge, c'est quoi? Moi, je veux continuer à faire des rencontres qui vont m'amener des projets Nouveau. nouveaux, toujours. Voilà. Et tu sais, hein, donc voilà, on a ouvert un hôtel avec un pote, on ouvre une pâtisserie, un restaurant à Paris avec un pote. Voilà, c'est ça Entrepreneur dans l'âme plus que notre jamais. challenge. Voilà, mais ce sont des expériences de vie qui sont extraordinaires et autour d'un vrai projet commun que tu vois grandir, c'est aussi une façon, ben voilà, on embauche des gens, il y a des gens qui sont bien dans notre hôtel, qui sont bien dans nos restaurants, qui sont bien dans nos... Voilà, et puis on répare les gens. Ouais. Alors, oui, ça aussi, tu vois, donc je veux plutôt essayer de faire des choses qui font du bien aux gens. Faire du bien aux gens. Voilà. En fait, en t'écoutant, en te connaissant maintenant, je cherchais la baseline de Philippe Véran. Je vais te la donner. Vas-y. Philippe Véran, tout simplement, en avant. Merci infiniment, Philippe. Merci, Patrice. Merci.